on va aller explorer les objectifs de la personne. Parce que souvent, comme je te disais, la personne vient avec un symptôme ou avec une thématique ou avec un sujet. Mais ok, qu'est-ce qui se cache derrière ça en fait ? Qu'est-ce qu'aura changé à la fin du coaching pour toi, tu vois ? Qu'est-ce qui sera différent ? Qu'est-ce que tu viens chercher ? Donc, il faut que je fasse ça. Ok, il faut. C'est déjà difficile. C'est sûr que ouais. ça va pas être fait. Donc souvent, l'idée c'est vraiment de faire un pas vers ton objectif, mais t'es pas obligé de faire une marche. Comment tu gères ces résistances ? Soit t'essayes de la combattre, mais c'est impossible parce que t'es programmé comme ça depuis tellement longtemps. Soit t'acceptes que ça fait partie de toi, tu vois à quoi ça t'a servi en fait. C'est quand même formidable de se dire chaque jour je peux apprendre un nouveau truc sur moi, sur les autres, sur comment on fonctionne. Puis ouais, de voir que ça a eu un impact dans leur vie et que c'est cool quoi. Que ça leur donne en fait des outils pour la suite et comme elles sont en évolution, elles pourront les réutiliser à chaque étape un peu de leur évolution. Tout est lié. D'ailleurs, les personnes qui viennent me voir pour la préparation mentale, pour le sport au départ, en général, tu passes pas une séance à parler du sport, où le sport y revient plus tard, mais en fait, tu te rends compte qu'il y a d'autres choses, soit personnelles, soit relationnelles, c'est ça qui est fascinant, c'est qu'il n'y a pas deux personnes pour qui c'est la même chose, quoi. Il y a beaucoup de personnes aussi pour qui c'est trouver l'équilibre en fait entre mon sport, mon travail, ma vie de famille. Salut tout le monde, bienvenue sur le podcast de Focus. Aujourd'hui, j'ai Perrine qui est avec moi. Salut Perrine. Salut. Comment tu vas ? Ça va bien et toi ? Ça va bien, merci. T'es un petit peu intimidée par cette situation inédite pour toi ? Ouais, c'est tout nouveau. Comme je te disais en off, j'écoute beaucoup de podcasts, mais c'est la première fois que j'en enregistre un, donc nouveau pour moi, un défi. C'est cool, ouais. Cool. Bienvenue, tu es là pour nous parler un petit peu de ce que tu fais dans la vie ? Oui, apparemment. Dans les grandes lignes, qu'est-ce que tu fais pour débuter un petit peu ce podcast ? Ok, alors dans les grandes lignes, j'ai peur d'être un peu longue, mais je suis entrepreneur depuis plus de 5 ans. Et j'ai plusieurs activités. En fait, le fil conducteur de toutes ces activités, c'est ce que j'aime faire en fait, et c'est accompagner les personnes à exploiter leur potentiel, à révéler leur talent en fait, et puis de cette manière à prendre ou reprendre le pouvoir sur leur vie, quoi. Et donc du coup, mes outils pour ça, c'est... Alors mon premier métier, c'est la communication. Ça, c'est ce que je fais depuis plus de 5 ans. Donc j'accompagne les personnes à avoir une communication alignée avec elles, avec leurs valeurs, avec leur mission en fait. Et au niveau personnel ? Alors soit les entrepreneurs, soit les personnes qui ont un projet entrepreneurial, tu vois, j'ai accompagné des personnes par exemple qui se sont lancées dans une activité annexe, et là je les aide à à créer une charte graphique, parce que du coup je suis graphiste, je fais de la stratégie en marketing et communication, et puis de la gestion de projet aussi en collaboration avec d'autres indépendants. Donc ça c'est plutôt pour accompagner les entreprises, mais aussi les particuliers qui veulent se lancer dans un business ou dans une activité, pour les aider à avoir une communication qui soit cohérente avec ce qu'elles sont, quoi. Donc ça c'est pour la partie communication, et puis depuis peu ma nouvelle aussi activité, c'est le coaching et la préparation mentale pour les sportifs. Ça c'est nouveau pour toi, c'est quelque chose que tu fais depuis peu. Ça, donc en fait je me suis formée cette année, et là je terminerai fin décembre mon dernier module de coaching d'équipe, et ça c'est vraiment la petite nouveauté qui vient en fait compléter et enrichir mon activité de communication, mais qui devient aussi une activité à part entière, qui sont finalement liées parce que ça, le coaching, la préparation mentale, ça me permet d'accompagner les personnes à, comme je te disais, à exploiter leur plein potentiel, à révéler leur talent. Et puis la communication, ça me permet de les aider à mettre ça en lumière, quoi, une fois que c'est clair pour eux, une fois que c'est clarifié,
voilà, de communiquer là-dessus. Donc voilà, au début, je me suis dit, il faudrait que je choisisse entre l'un et l'autre. Puis finalement, je me dis, mais non, déjà, moi, j'aime faire les deux. Et puis en plus, ça va vraiment ensemble et c'est hyper compatible. Et moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup faire plein de trucs différents. J'adore qu'aucune journée se ressemble. Donc en fait, avoir plusieurs métiers, je trouve ça tellement riche, tellement cool. Et comment t'en es venu à là déjà pour la communication, quel est ton passé, quel est ton vécu, et puis pourquoi tu as choisi aussi de faire du coaching mental? Alors pour la communication, c'est un long cheminement, mais quand j'étais petite, je me suis toujours dit que je ferais des études pour voyager. Donc j'ai appris qu'en école de commerce, on pouvait beaucoup voyager. Donc j'ai commencé une école de commerce. Puis en fait, je me suis rendu compte que c'était un monde qui n'était pas du tout fait pour moi, ou que j'étais pas faite pour ce monde, j'en sais rien. Et ça a été... j'ai un peu déchanté pendant ces études, mais en même temps, j'ai quand même voyagé, puisque c'était mon objectif. Et je pense que ça m'a beaucoup ouverte à plein de choses. Et puis... finalement, au bout d'un moment, j'ai un peu remis ces études en question. Je me suis dit, ça va pas trop, est-ce que je continue? J'ai eu une période un peu compliquée. J'ai dû prendre une année de césure pour arrêter, pour couper mes études, tellement ça allait pas, en fait. Pas de bol. Et même mon état mental et psychique, c'était très compliqué, quoi. Une phase assez dépressive. Et du coup, j'ai pris une année forcée pour faire le point un peu. Et puis c'est là que j'avais envoyé des CV comme ça, un peu au culot, dans des agences près de chez moi. Et puis dans des agences de communication. Et puis petit à petit, en fait, j'ai découvert ce domaine qui me plaisait, parce que j'adore créer, en fait. Donc là, tu as eu un stage? Et là, j'ai eu un petit stage comme ça de quelques mois, qui finalement s'est renouvelé après parce que ça s'est bien passé. Et puis petit à petit, j'ai commencé à tisser ce lien avec la communication. Ensuite, j'ai bossé toujours en stage, en alternance, apprentissage, dans un club de rugby de top 14 en France, en communication, justement. Et puis j'ai eu plusieurs stages comme ça dans la com, et je me suis dit, c'est vraiment cool. Et je me suis aussi dit... tu peux pas bosser dans une entreprise, il faut que tu sois à ton compte. Et du coup, j'ai commencé même pendant mes études à monter mon projet entrepreneurial, à commencer à travailler en communication pour des entreprises. Donc là, tu faisais des études en communication, du coup? Non, j'étais toujours dans mes études en marketing. Donc bien sûr, le marketing, c'est le fondement. Enfin, voilà, la communication, c'est une partie du marketing. Donc j'ai juste... creuser un peu plus dans ce domaine via mes stages, via mes expériences pro, en fait. Mais j'ai vraiment eu un bagage au niveau des études très management et marketing, très global, quoi. Plus basique, et puis la communication un peu plus pointue. Voilà, de par tes stages. Par mes stages, ouais. Et du coup, je me suis formée toute seule, finalement, pendant toutes ces années, au graphisme, par exemple, à la vidéo, à pas mal de choses, en fait. Et voilà pour la communication. Et donc, à la fin de mes études, c'était évident, je me lançais à mon compte. Et j'ai bossé comme ça pendant 2 ans. C'était hyper excitant, le challenge de monter sa boîte, en fait, de rien savoir. Et puis de se lancer comme ça, quand tu découvres tout, quand il faut commencer à faire ta première facture, t'as aucune idée de comment faire, toutes les démarches administratives, c'est hyper formateur. Et donc c'était super, et au bout de 2 ans, je me suis dit, il y a un truc qui va plus. Je me levais plus avec la pêche du début. C'est comme si mon job commençait à manquer de sens pour moi. Et je me suis dit, ok, qu'est-ce qui manque, qu'est-ce qui va pas? En fait, je me suis rendu compte que les gens voulaient communiquer, mais qu'ils savaient pas, en fait, exactement le message qu'ils voulaient faire passer. Ils savaient pas exactement ce que c'était leur projet, ils avaient des idées comme ça. Il y avait un manque de fond dans leur message. Exactement, et du coup... Tu le ressentais, ou c'est eux qui le ressentaient? C'est moi qui le ressentais. J'avais l'impression que c'était hyper superficiel ce que je faisais. Et je me suis dit, ok, comment tu fais pour justement aller plus
dans le fond, parce que pour moi c'est ça la base. Après tu communiques sur un projet qui est déjà bien fondé, qui a du sens, qui a déjà des bonnes fondations, voilà. Et là j'ai vite compris en fait qu'il fallait remettre l'humain au cœur de tout ça. Et c'est donc après ces 2 ans en fait je suis partie 1 an en Nouvelle-Zélande toute seule dans un van, donc un peu en introspection et tout. Et puis c'est là que je me suis dit j'aime la partie entrepreneuriale, ça c'est sûr, mais par contre je veux vraiment plus d'humains dans mon métier, je veux plus pouvoir les aimer, voilà. C'était mon sens à moi, le sens de mon job qui me manquait, et du coup je me suis rendu compte que c'était ça. Et donc en revenant je me suis installée en Suisse, et là j'ai commencé cette formation de coaching à Genève dans une école qui s'appelle Wakan, et là ça a été une vraie révélation, quoi. Ça t'a permis justement d'aller plus en profondeur dans les idées, dans tes idées, dans les idées de tes clients. Ça t'a continué au niveau communication aussi? Alors ouais, en fait ça a déjà été une vraie révolution personnelle, parce que finalement ça m'a appris plein de choses. Ça m'a appris à écouter différemment, à être différemment. Pendant toute la formation, en fait, on pratiquait énormément, donc on se coachait nous-mêmes. Donc ça a été hyper intense. Ça a été une année de développement personnel plus pour moi. Ça a été vraiment une belle évolution. Et je me suis dit, mais ouais, c'est ça que j'ai envie d'apporter aux gens. Et aujourd'hui, autant dans la communication que dans le coaching, ça m'a apporté vraiment une manière de questionner, de voir les choses différemment, sous un autre angle, et du coup de pouvoir accompagner les personnes à faire ça, donc pour leur vie, pour leur profession, pour leur pratique sportive, quand je suis dans le coaching ou dans la préparation mentale, mais aussi dans leurs projets professionnels, poser la question qui dérange par exemple. Et là, en fait, tu te rends compte qu'il y a peut-être des choses à régler ou pas. Dans un autre domaine que la communication, avant de repartir sur la communication. Exactement. Parce que c'est ça aussi que cette année m'a appris, c'est qu'en fait, tout est lié. D'ailleurs, les personnes qui viennent me voir pour la préparation mentale, pour le sport au départ, en général, tu passes pas une séance à parler du sport, où le sport y revient plus tard, mais en fait, tu te rends compte qu'il y a d'autres choses, soit personnelles, soit relationnelles, il y a d'autres choses sous-jacentes en fait qui amènent les personnes à ça. Donc les gens pensent qu'ils ont un problème avec le sport, ou bien qu'ils ont besoin de régler quelque chose au niveau sportif, et puis finalement tu creuses un peu plus bas et puis il y a des choses qui dérangent à ce niveau-là. Ouais, exactement. En général, le sport, ça peut être le symptôme en fait. Tu vois, t'as une personne qui vient qui dit j'arrive pas à me motiver. Ok, en fait, si tu commences à explorer un peu le truc, tu te rends vite compte que la question c'est pas le sport, c'est qu'il y a d'autres choses, c'est qu'il y a peut-être un manque de confiance en soi, du coup peur de pas réussir, donc la personne n'est pas motivée parce qu'elle s'empêche elle-même de se motiver. C'est hyper fascinant de voir comme tout est en lien, quoi, dans la vie des personnes. C'est vrai que moi je le vois aussi en permanence avec mes clients. La partie sportive, je ne vais pas dire que c'est facile, mais dès que tu sais quoi leur faire faire, ils y arrivent. Ouais. Mais c'est tout ce qui se passe avant. Ils me disent souvent, ça peut être anecdotique, mais je dois me pousser pour venir. Si j'avais pas de rendez-vous, je viendrais pas. Ouais. Et c'est là que je questionne un petit peu mon rôle aussi. C'est est-ce que je donne à mes clients tout ce qu'il faut pour qu'ils soient autonomes aussi dans leur pratique sportive? Est-ce que je suis pas simplement un médicament qui cache un mal plus profond, et il faudrait s'occuper justement de ce mal-là pour qu'eux ils puissent se développer réellement. Ouais. Donc je vois tout à fait ce que tu veux dire. Ouais. Et qu'est-ce que tu fais maintenant avec ce coaching mental? Donc là je suis une équipe pour l'instant qui est mon équipe de rugby. Là voilà, je suis encore en formation, donc pour l'instant j'ai encore pas énormément développé cette partie-là, et je suis beaucoup de sportives et sportifs de tous les niveaux en fait. C'est ça qui est hyper intéressant, c'est que j'ai autant des sportifs professionnels semi-pro que des amateurs ou même des personnes qui sont en train de se remettre au sport. Donc j'ai la chance de balayer vraiment un panel de sportifs hyper large, et c'est assez riche pour moi.
c'est assez riche. Et puis, c'est assez drôle de voir que finalement, malgré les différences de niveau, il y a beaucoup pas de similitudes, mais il y a plein de thématiques en fait qu'on rencontre à chaque niveau de pratique, quoi. Et quelles sont ces thématiques? Parce que je pense que les gens qui nous écoutent peut-être ont ces petits soucis autour du sport ou plus profond. Qu'est-ce que tu rencontres de manière fréquente et comment est-ce que tu aides les gens à surmonter ces problèmes? Alors, il y a vraiment une multitude de thématiques. La plus fréquente, je dirais, c'est la motivation. Comment se motiver à se mettre au sport ou comment rester motivé tout au long de la saison, par exemple, pour les sportifs de plus haut niveau. Ou, la motivation, qu'est-ce qui se cache en fait derrière ma pratique, quoi. Qu'est-ce que c'est le sens que je mets dans ma pratique, voilà, quand je vais à l'entraînement en reculant, pourquoi en fait, qu'est-ce qui m'aiderait à me motiver. Qu'est-ce que tu penses de la motivation justement? Alors, j'ai envie de te dire, ça dépend de chaque personne. Moi, je pense, en fait, le coaching, c'est vraiment aider la personne à savoir, elle, ce qu'elle pense. Et du coup, moi, je donne jamais de conseils, en fait, même si je suis moi-même sportive depuis des années et que moi aussi, je passe souvent par le genre de thématiques qui sont abordées dans les coachings. Mais en fait, j'invite plutôt les personnes à se questionner elles-mêmes, en fait, de pourquoi tu pratiques ce sport, en fait, c'est quoi qu'est-ce que ça t'apporte? Tu vois, si quelqu'un me dit qu'il n'est pas motivé, j'ai envie de lui dire, qu'est-ce qui t'oblige à le faire? Ouais. Tu essaies pas de lui trouver une motivation pour y aller. C'est à lui de savoir pourquoi il n'a pas cette motivation intrinsèque, normale, qui lui vient. Et puis, s'il l'a pas, pourquoi il l'a pas, ou bien pourquoi il l'avait. Ouais, ou même, voilà, le genre de questions que tu peux poser en coaching, c'est même, en quoi c'est un problème que tu sois pas motivé? Fais pas de sport, reste devant ta télé. Et là, à côté de quoi tu passes, tu vois? Et du coup, ça permet de se poser un peu des questions. Et du coup, voilà, il n'y a pas de réponse toute faite. C'est pour ça que tu peux lire autant de livres que tu veux, tu peux regarder, écouter autant de sportifs que tu veux parler. L'important, en fait, c'est de trouver, toi, ce qui te stimule, ce qui fait que tu as envie, après ta journée de travail, de te dire... je suis trop contente d'aller me défouler, peut-être parce que je vais retrouver mes copines à l'entraînement, ou peut-être parce que là j'ai besoin juste de me vider la tête, ou voilà, chacun trouve un peu sa motivation, et c'est ça qui est fascinant, c'est qu'il n'y a pas deux personnes pour qui c'est la même chose, quoi. Donc voilà, la motivation, c'est une thématique récurrente. Sinon... en fait, il y a énormément de thématiques, quoi. Si tu es dans une équipe, ça peut être le côté relationnel. Il y a beaucoup de personnes aussi pour qui c'est trouver l'équilibre, en fait, entre mon sport, mon travail, ma vie de famille, si t'es parent, si t'es en couple. Tu coaches des gens pour ça, justement, d'essayer de trouver cet équilibre, de pouvoir continuer leur pratique sportive tout en vivant leur vie professionnelle et privée? Ouais, exactement. Donc toujours pareil, je donne aucun conseil, mais par contre j'accompagne les personnes à peut-être voir comment peut-être prioriser en ce moment. Tu vois, dernièrement j'ai eu quelqu'un qui avait des enfants en bas âge. C'était compliqué pour lui de se remettre au sport, mais il avait quand même besoin de ce petit temps. Qu'est-ce que tu priorises, qu'est-ce que chaque chose t'apporte. Enfin, tu vois, on déconstruit un peu tout ce qui est en train de se passer pour la personne. Et puis après, ça permet d'y voir plus clair, puis de se dire, ah ouais, ok, mais en fait, par exemple, si je vais courir quand même une fois par semaine, ça veut pas dire que je délaisse ma vie de famille, au contraire, ça veut peut-être dire que quand je reviens, je suis plus disponible pour elle, j'arrive mieux à gérer mes émotions aussi. Enfin, c'est... voilà, encore une fois, il n'y a pas un équilibre à avoir, enfin, un équilibre type à avoir, c'est ton équilibre, quoi, à trouver, et c'est... Donc toi, tu aides tes clients à se questionner par rapport à une problématique qu'ils t'apportent, et tu les aides à eux-mêmes trouver une solution qui leur convient. Exactement, ouais. Grâce aux questions, et puis à des outils de coaching qui
qui permettent en fait d'aller plus loin que juste rester dans le mental en fait. Ça permet vraiment de reconnecter tes ressentis physiques, tes émotions, enfin ton ressenti émotionnel aussi, et puis ton mental, même on prend même en compte le système dans lequel tu es inclus, tu vois, comme on en parlait tout à l'heure, ça peut être la famille, les fonctionnements, le travail, la routine. Donc tu explores avec les gens toute leur vie, de manière globale. Ça ne s'arrête pas au sport s'ils viennent pour un problème sportif, mais tu essaies de faire j'aime parler d'assessment quand je travaille avec mes clients, donc on fait un bilan de tout ce qu'il y a autour d'eux pour ensuite pouvoir vraiment faire un examen complet, précis de ce dont ils ont besoin. Comment ça se passe justement une séance de coaching avec quelqu'un? Du début, quelqu'un vient par un biais ou un autre, salut Perrine, écoute, j'ai un souci, on m'a dit que tu pouvais m'aider. Comment ça se passe à partir de là? Alors à partir de là, je fais déjà une petite séance gratuite où c'est plus un échange, une prise de contact. Ok, donc ta thématique, j'entends que c'est ça. En quoi tu penses que le coaching, ça va t'aider? Voilà, pour bien déjà aller explorer où en est la problème, personne avec le coaching. Et puis bien vérifier qu'elle n'attende pas que quelqu'un vienne lui donner des réponses. Bien expliquer ce que c'est que le coaching, parce que t'es pas une sauveuse. Voilà, exactement. Et bien expliquer ce que c'est la méthode, le rôle de la personne, parce que moi, mon rôle, ça va être d'aider à explorer, à apporter un espace d'écoute, de non-jugement, un espace confidentiel avec mes outils, avec ma présence. Mais par contre, c'est la personne... Tu vas pas créer une 25e heure dans la journée pour faire du sport. Voilà, exactement. Et en fait, c'est le coaché qui est garant du résultat. Et moi, je pars du principe que le coaché a tout en lui pour réussir. Donc, toi, tu essaies de lui donner des moyens. Voilà, et après, le résultat, il viendra de lui ou elle. Donc voilà, c'est important de bien poser le cadre déjà. Et puis après, si on voit qu'il y a le feeling, que c'est OK pour l'un comme pour l'autre de travailler ensemble. Ça, c'est important, je trouve. Tu t'autorises aussi à dire, mais non, moi, je peux pas vous aider. Ah oui. Je pense que ça, c'est essentiel, de voir aussi en tant que coach ses limites. De se dire, non, moi, je suis pas capable. Ou bien... je pense que vous n'êtes pas prêt pour ça. Je préfère le dire à l'inverse, c'est moi je ne suis pas prêt pour vous. Comme ça la personne peut-être se sent mieux par rapport à ça, mais tu t'autorises aussi à dire non, je ne peux pas travailler avec vous. Ça t'arrive? Alors, je ne sais pas si ça m'est déjà arrivé de dire non, je ne travaille pas avec vous, mais plus parce que je pense qu'en expliquant ce qu'était le coaching, peut-être les personnes se sont rendues compte par elles-mêmes qu'en fait, c'était pas de ça dont elles avaient besoin. Mais la plupart du temps... Enfin, en fait, comme il y a ce petit échange quand même au début, les personnes sont assez au fait sur ce que c'est et elles sont là... pour les bonnes raisons. Enfin, c'est vrai que depuis que j'ai commencé... ça se passe plutôt bien, et puis t'arrives à poser ton cadre dès le départ, et puis la personne adhère à ce cadre. Ouais. Mais si ça devait se présenter, je pense que j'aurais pas de problème parce que tu peux pas travailler. Enfin, puis j'ai pas envie d'être une mauvaise professionnelle et accepter une personne pour qui c'est pas la bonne pratique. C'est pour moi pas être une bonne professionnelle. Et par contre, ça m'est déjà arrivé en séance de me dire, ok, là c'est en train de dépasser le cadre du coaching. Je pense que ce serait bien de s'adresser à un thérapeute, plutôt à un psychothérapeute, parce que ça relevait du passé. Et en coaching, on travaille que dans le présent et la construction du futur. Et donc, les blessures passées, etc., ça c'est du domaine de la thérapie. Donc ça m'est déjà arrivé de dire, là par contre, je peux plus, moi, dans mon champ d'action, vous accompagner là-dessus, quoi. Ouais. Donc dans cette manière, ça m'est déjà arrivé, quoi. Ouais. Et quand tu as bien posé ton cadre, que la personne adhère au coaching, à ce que toi tu peux leur apporter et que tout est OK entre vous, comment est-ce que ça démarre et comment est-ce que se passe le suivi? Donc un suivi, un coaching, comment ça se passe? Donc en général, c'est plusieurs séances, je dirais entre 5 et 8 séances à peu près, de 1 heure à 1h15, pour moi en tout cas. Et puis la première séance, en général,
pendant la première séance, on va aller explorer les objectifs de la personne. Parce que souvent, comme je te disais, la personne vient avec un symptôme ou avec une thématique ou avec un sujet. Mais ok, qu'est-ce qui se cache derrière ça en fait ? Qu'est-ce qu'aura changé à la fin du coaching pour toi, tu vois ? Qu'est-ce qui sera différent ? Qu'est-ce que tu viens chercher ? Donc pendant la première séance, en général, elle est vraiment dédiée à ça, à clarifier ce que c'est tes objectifs et comment on saura qu'ils sont atteints. Les objectifs, tu vois, là, t'en es où ? Comment ce sera quand ce sera terminé ? Donc voilà, pour vraiment pouvoir évaluer en fait toute l'évolution dans le coaching. On sait même que t'as beau mettre des objectifs, peut-être tu te retrouveras à un autre endroit au fur et à mesure du coaching où tu avais besoin d'autre chose, ou bien tu te rends compte que c'est pas forcément ton objectif. Ça aussi, vous en parlez ? Exactement. Ça fait même partie du cadre, mais en effet, le coaching, de toute façon, c'est évolutif. Bon, en général, tu te tiens au premier objectif, mais finalement, des fois, au bout de 4 séances, tu te rends compte, là, il y a une grosse prise de conscience, puis tu te dis, mais en fait, c'était pas ça ton objectif, ton vrai objectif. Et puis si, c'est ok, alors on repart sur celui-là, et voilà, c'est hyper évolutif. C'est la personne qui vient avec ce qu'elle a chaque jour, et en fait, elle évolue pendant la séance, mais aussi elle va énormément évoluer entre les séances grâce à sa vie, à elle, et puis à ce qui s'est passé. Tu laisses combien de temps entre 2 séances pour que la personne puisse digérer tout ce que vous faites pendant les séances ? Souvent, je dirais que ça dépend vraiment de la personne, en fait. Il y a des personnes qui viennent, vraiment de manière très espacée, mais en général, les personnes que je suis en régulier, c'est à peu près tous les 15 jours. Ça laisse le temps de bien intégrer ce qui s'est passé et en même temps d'être assez rapproché. Voilà. Ouais. Est-ce que tu donnes des devoirs à ces personnes ou des tâches à réaliser ? J'aime pas trop parler de devoirs, mais des on parle d'actions en coaching. Actions. Alors, en fait, voilà, comment ça se passe une séance ? Donc, au début, tu as l'objectif global, mais au début de chaque séance, en fait, la personne vient avec ce qu'elle a, tu vois, la situation qu'elle a envie d'aborder, pardon. Et puis, elle trouve, on détermine ensemble un objectif de séance. Donc, en fait, un sous-objectif, des objectifs de coaching, alors qu'ils peuvent rien avoir en rapport avec l'objectif global. Mais tu découpes l'objectif final en sous-objectif par séance. Voilà. Et donc là, on va travailler avec des outils. Donc ça peut être le questionnement, ça peut être aussi tous les autres outils que j'ai à disposition. Et puis à la fin, donc on voit où la personne en est par rapport à son objectif. Elle évalue son avancée, etc. à la fin de la séance. Et en général, je lui demande de trouver qu'est-ce que tu as envie quelle est la première action que tu as envie de mettre en place pour pour te rapprocher de ton objectif. Et puis du coup, en général, elle repart avec une action qu'elle s'est fixée elle-même. Donc pareil, c'est pas moi qui vais lui dire ce qu'elle a à faire. C'est vraiment en coaching, on est un rapport, on n'est pas du tout en posture supérieure. On est vraiment en pair. C'est plus un partenariat. D'ailleurs, on n'est pas considéré comme une thérapie. Ça peut avoir des effets thérapeutiques, mais on n'est pas du tout au-dessus à dire ce qu'il faut faire. Donc c'est pareil pour les actions. C'est les personnes. Alors ça m'arrive des fois de suggérer, de dire si tu faisais ça, t'en penses quoi ? Mais si ça parle pas à la personne, c'est elle qui se fixe quelque chose qui est atteignable pour elle. Ça c'est important. Et je rencontre ça souvent aussi dans mes coachings où on se met des objectifs qui peuvent paraître pour une autre personne, et je trouve que c'est souvent comme ça, c'est que pour moi ça paraît mirobolant, mais pour la personne ça a l'air ok. Et finalement quand on essaie de mettre ça en place, on se rend compte que c'est un échec cuisant. Parce que c'est beaucoup trop haut comme objectif. Ça c'est aussi quelque chose que tu essaies de voir avec tes clients, qu'ils arrivent à mettre, tu l'as dit, un objectif atteignable. Ouais, alors ça souvent c'est le body language qui me le dit. Quand ils disent leur action, puis que je leur dis comment t'es à l'aise avec ça ? Puis je le vois tout de suite en général sur leur visage, s'ils sentent qu'ils vont le faire ou pas. Ou alors il y a des petits signes comme ça quand ils disent il faut que je fasse ça. Ok, il faut. C'est déjà difficile. C'est sûr que ça va pas être fait. Donc souvent je pose la question, quel est ton niveau de confiance en toi à le faire vraiment, quoi. Et puis souvent quand t'as l'action,
tu vas un peu questionner. C'est ok, tu vas le faire quand, comment tu sauras que c'est atteint. que tu l'as fait, pour bien mettre la personne en fait déjà dans ses baskets de je suis en train de le faire quoi. Pas simplement une idée, une pensée qu'on se lance ou un défi qu'on se lance, mais vraiment quelque chose qui est ancré dans la réalité dès le départ. Exactement, pour vraiment la personne est déjà quasiment physiquement en train de ressentir le truc ou de le faire. Voilà. Même avant la fin de la séance, elle devrait presque avoir atteint au moins une fois cet objectif. Voilà, où tu vas ou repartir vraiment avec l'envie. Ah, je suis trop motivée, j'ai trop envie de le faire. Tu vois, des fois, c'est juste aller me promener quelque part et prendre une photo. Enfin, ils me disent, bon, bah ok, je t'envoie une photo et ils repartent et ils sont ah ouais, j'ai trop envie d'y aller, quoi. J'utilise on pourrait appeler ça un outil pour aider mes clients aussi à fixer des objectifs, c'est leur demander si c'est simple à réaliser pour eux. Est-ce qu'il y a beaucoup d'obstacles ou peu d'obstacles pour réaliser cette action? Il faut que ce soit extrêmement précis. C'est pas je vais manger mieux. Non, il faut que ce soit bien plus précis comme indication dès le départ. Et puis que eux, comme tu dis, se sentent à l'aise avec cet objectif. Parfois, je préfère qu'ils se sentent super à l'aise plutôt que de dire ok, ouais, ça va pas être facile, mais je pense que je vais y arriver. Comme tu le disais avant, si tu pars déjà dans cette idée que ça va être difficile, j'ai une certaine expérience qui me dit c'est peut-être pas tout à fait ça. Ouais. Est-ce que ça te parle? Je suis complètement d'accord avec ça. En général, moi, quand j'ai l'impression qu'il y a un truc qui bloque, tu vois, qui disent mais je pense que je pourrais, mais c'est encore un peu trop dur pour moi. Enfin, je suis pas encore sûre de le faire. Ok, alors c'est quoi la première action? Enfin, vraiment, t'es pas obligé de faire ça dès aujourd'hui. Enfin, l'idée, c'est vraiment de faire un pas vers ton objectif, mais t'es pas obligé de faire une marche, tu vois. Et c'est vraiment de décortiquer cette action et dire, bah, c'est quoi le premier pas. Si par exemple, tout à l'heure on parlait d'aller faire une balade ou j'en sais rien, sortir, si ça c'est encore trop compliqué pour toi, qu'est-ce que tu peux faire? Est-ce que déjà regarder des itinéraires ou des photos de balade, ça te parle, ou tu vois, c'est déjà trouver une première action qui soit accessible, entendable pour toi, et puis comme je trouve ça intéressant ce que tu dis, simple en fait, parce que c'est important que ce soit simple, hein. Facile à faire. Ouais. On a déjà plein de contraintes dans la vie pour plein de trucs, alors on est déjà en train de se pousser pour plein de choses qu'on n'a pas forcément envie de faire. Donc, et je trouve qu'il y aller petit à petit sur des choses faciles à faire et que tu dis ouais, je peux le faire, pas de souci. Un claquement de doigts, c'est fait et ça va s'enchaîner de toute façon. Mais j'ai une question pour toi. Pourquoi est-ce qu'on réfléchit comme ça? Pourquoi est-ce que l'être humain se fixe toujours des objectifs beaucoup trop élevés? C'est quoi cette raison? Est-ce que tu as une réponse à ça? En tant que coach, je te dirais, toi, qu'est-ce que t'en penses? Mais non, ma théorie, c'est que c'est un peu, qu'on est programmé comme ça, et que c'est comme notre instinct de survie de toujours faire mieux, faire plus, parce que quand on s'arrête, c'est un peu un moyen de survivre et puis de s'en sortir. Et je sais pas, j'entends souvent des personnes parler de la préhistoire, en fait. Tu vois, si à l'époque, ils cherchaient pas à faire mieux, ils se faisaient soit manger en sortant de leur grotte, soit ils avaient plus à manger eux-mêmes, soit... Et donc, je pense que peut-être l'humanité s'est construite là-dessus, j'en sais rien. On ne pouvait pas s'arrêter. Voilà, de ne pas pouvoir s'arrêter, sauf que... Enfin, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a plein de mécanismes, en tout cas dans plein de mécanismes qu'on met nous-mêmes en place, qui sont des mécanismes de survie, et puis qui sont plus forcément d'actualité aujourd'hui, mais on fonctionne toujours comme ça, en fait. Et il y a énormément de mécanismes qu'on met en place, par exemple dans l'enfance. Tu vois, par exemple, peut-être la compétition, ou le fait
plein de comportements en fait qu'on a et puis dont on a du mal à se débarrasser, qu'on voit bien que voilà, toujours me comparer aux autres par exemple, j'ai plus envie de faire ça parce que aujourd'hui je sais ce que je vaux, etc. Mais pourtant je le fais tout le temps et c'est en fait c'est un héritage de l'enfance voilà, dont on n'a plus besoin mais qui est quand même là et qui reste. Ouais, exactement. Et donc, ça, c'est aussi le genre de choses qu'on travaille en coaching, c'est comment tu gères ces résistances. Soit tu essayes de la combattre, mais c'est impossible parce que t'es programmé comme ça depuis tellement longtemps. Soit tu acceptes que ça fait partie de toi, tu vois à quoi ça t'a servi en fait. Ok, j'ai réussi à grandir comme ça. Il y a des côtés positifs aussi à ces résistances. Ouais. Si c'est là, c'est jamais là par hasard en fait. C'est ok, peut-être t'as réussi à te faire aimer aux yeux de tes parents, j'en sais rien. Il a fallu quelque chose de positif pour que ça s'ancre en toi. Voilà, et ça t'a apporté quelque chose. La question c'est aujourd'hui, donc l'important c'est d'aller explorer ça. Qu'est-ce que ça t'a apporté en fait, parce que c'est sûr que ça t'a apporté quelque chose. Et aujourd'hui, est-ce que t'as encore besoin de ça ou pas? Et en fait, accepter déjà, reconnaître ce que c'est, accepter de vivre avec ça, c'est déjà une grosse partie dans le fait de gérer, voire d'intégrer ces résistances et puis de faire qu'elles soient plus là, quoi. Enfin, que petit à petit, on vit avec et puis... voilà, que tu vis avec, que tu les élimines si tu peux, ou bien simplement que tu acceptes qu'elles sont là et puis apprendre à mieux les gérer, j'imagine. Ouais, exactement. Et du coup, au fur et à mesure du coaching, vous décidez ensemble si vous continuez, si l'objectif est atteint. Comment ça se passe au fur et à mesure? Donc justement, donc on a ces objectifs de départ avec justement les indices de comment dire, satisfaction, enfin l'évaluation plus ou moins. Et donc au bout de quelques séances, je vais demander à la personne où elle en est en fait dans son processus. Et puis alors soit elle estime qu'elle a terminé, soit ça l'a amené à un autre objectif qu'on peut refixer ensemble. Et puis c'est vraiment la personne qui est libre d'arrêter. En fait, si au bout de 3 séances, elle me dit mais en fait ça y est, j'ai atteint mon objectif, c'est bon, c'est ok. Enfin, on fait juste une séance de bilan à la fin justement pour un peu voir ok, t'étais comment quand t'as commencé, maintenant t'en es où, et c'est quoi les prochaines étapes pour toi, et pour voilà bien inscrire l'atteinte de l'objectif dans le temps, quoi, pour pas justement laisser repartir la personne puis qu'elle revienne. L'idée c'est vraiment de rendre les personnes autonomes sur leur situation, c'est pas d'avoir un suivi long terme, quoi. Donc c'est vraiment s'assurer que c'est ok, c'est bien intégré, et à partir de maintenant ce sera différent, enfin le changement est en place, quoi. Ou alors on peut continuer le suivi mais sur un autre thème, par exactement exemple. Ouais, oui, voilà, ça veut pas dire que je jette les personnes, mais c'est important de s'assurer que c'est ok pour les personnes qu'elles partent autonomes en fait dans leur thématique, et oui, pourquoi pas réaborder un autre sujet, quoi. Est-ce que toi tu es suivi en coaching? Alors tu l'as été pendant ta formation? Pendant ma formation, je l'ai été. Là, je suis encore en formation, donc c'est encore d'actualité. Et là, maintenant, mes questions, c'est est-ce que je me reforme à d'autres choses? Enfin, dans ma tête, c'est déjà oui, mais et ce qui est... Alors, c'est pas du coaching à part entière, mais ça, selon la formation, ça peut s'y rapprocher. Et sinon, on a de la supervision. Ça, quand j'aurai terminé complètement de me former, c'est quelque chose que je vais faire. En fait, tu te fais coacher, mais en tant que coach, quoi. Ouais. Et c'est vraiment dans ta pratique. Ok, quand mon client m'a dit ça a un peu... ça a résonné chez moi parce que ça m'a fait repenser. Enfin, voilà, ça m'a un peu dérangé, ou j'en sais rien. Ça, je vais l'aborder en coaching, enfin en supervision, pour justement toujours progresser dans la pratique, et puis dans ta pratique, et du coup dans ta vie, puisque tout est lié là aussi, quoi. C'est aussi quelque chose que j'aborde avec mes clients qui... tu l'as dit, on a un objectif dans le temps, on veut l'atteindre à un certain moment, on fait un bilan pour dire que c'est fini, mais finalement
on est toujours dans le processus. Ouais. Toi, tu es coach, mais est-ce qu'il y a un moment où tu es finalement coach, ou bien est-ce que tu es coaché pour te coacher et au fur et à mesure, on continue comme ça. Et souvent, dans le sport, où moi j'officie plutôt, on me demande, oui, mais combien de temps j'aurais besoin de faire ça? Et je leur dis, jusqu'aux 4 planches, quoi, jusqu'à ce que vous soyez sous terre. Le sport, ça n'arrête pas. Et je pense que c'est un peu pareil aussi pour son mental. On est toujours en train de progresser, en train de l'améliorer, en train d'y faire des ajouts et puis d'enlever certaines choses. Est-ce que ça, c'est quelque chose que tu abordes aussi avec tes clients? Ouais, ça c'est clair. Bienvenue dans la vie humaine, on est en constante évolution, puis c'est jamais fini. Et pour moi, c'est ça qui est magique en fait. c'est que moi qui suis quelqu'un en tout cas qui me lasse très vite, je me dis c'est quand même formidable de se dire chaque jour je peux apprendre un nouveau truc sur moi, sur les autres, sur comment on fonctionne. Et c'est vrai que les personnes évoluent tout le long du coaching, mais bien sûr que après elles évoluent encore. Et ouais, c'est quelque chose qu'on aborde. Enfin, c'est important qu'elles soient conscientes de ça. Et pour moi, c'est aussi assez chouette de... quelques semaines, des fois, après les coachings que j'ai pu faire, si les personnes étaient venues, par exemple, pour préparer un examen et tout ça, de voir les résultats qu'elles ont, ou même si, voilà, c'est elles qui sont garantes du résultat, comme je disais. Mais c'est assez chouette de voir comme elles gèrent, quoi. Que tu as réussi à les aider alors dans leur objectif. Tu peux jamais vraiment savoir... quel est le rôle du coaching ou pas, parce qu'en fait c'est un partenariat, quoi. C'est vraiment ça marche parce qu'il y a eu le truc des deux côtés, quoi. Et mais c'est assez chouette de suivre un peu les personnes après coup, et puis de voir que ça a eu un impact dans leur vie et que c'est cool, quoi. Que ça leur donne en fait des outils pour la suite, et comme elles sont en évolution, elles pourront les réutiliser à chaque étape un peu de leur évolution. Merci Perrine d'avoir été avec nous aujourd'hui. Tu étais là, j'aimerais le dire à ceux qui nous écoutent que tu m'as contacté parce que tu trouvais intéressant de participer, de partager ton expérience et puis ce que tu fais dans la vie. Et quand tu m'as contacté, et je t'ai montré juste avant un document que j'avais posé des questions à des gens sur les problématiques qu'ils ont dans leur pratique sportive. Et la plupart du temps, c'est la motivation, c'est le côté mental, c'est de l'impatience, c'est de la frustration. Donc personne m'a dit clairement qu'il avait un problème avec un exercice ou certaines choses dans le sport. Et ça se passe tout le temps dans la tête. Et je pense que, sans vouloir spoiler ce qu'on va mettre ensemble, toi et moi, on a cette idée d'aider les gens au niveau mental pour leur permettre de vivre pleinement leur pratique sportive, d'atteindre leurs objectifs, de s'épanouir dans le sport, et ça pendant longtemps. Exactement. Yes. Donc on vous tiendra au courant dès qu'on a mis ça en place, et on se réjouit déjà de vous montrer tout ça. Ouais, de vous présenter ça, de le construire déjà, C'est vrai. Et de pouvoir vous présenter ça et vous recevoir là-dedans. On se réjouit. Ouais. Merci d'avoir été là, merci d'avoir écouté ce podcast, et à très bientôt. Merci.